Bienvenue à tous pour cette petite session. Quoi de neuf dans le monde des microservices? Donc en fait, dans cette session, je suis accompagné de Christophe et donc on a essayé de vous compacter vraiment très rapidement une petite intro à deux gros sujets qui ont fait beaucoup de bruit pour nous dans le monde des microservices et qui sont vraiment des game changers aujourd'hui dans ce type d'architecture. Donc, je vais vous parler en premier d'un premier sujet qui est gRPC, et donc ensuite Christophe passera sur la partie Dapper. Donc, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, gRPC. Alors, gRPC, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être entendu parler déjà. Donc, il faut déjà voir que dans gRPC, il y a une première partie qui est RPC, Remote Procedure Call. Donc, c'est simplement un protocole qui permet de faire des appels à des procédures à distance. Donc, c'est des appels à un service. C'est une techno qui n'est pas nouvelle du tout, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Simplement, gRPC, c'est un nouveau framework qui a été proposé par Google qui permet de faire du RPC. Et donc, c'est un framework universel, open source et haute performance. Donc, on va voir un petit peu ce que ça veut dire. Déjà, vu qu'on est basé sur du RPC, il faut savoir une chose importante, c'est que les échanges avec vos services vont se faire en binaire. On va pas, en fait, on va pas être comme dans le cas de vos API REST ou SOAP, par exemple, d'avoir du texte qui passe directement avec du corps de texte. Ça va être du binaire. Alors, l'aspect important, en fait, c'est que ça va être basé sur des contrats. Donc, on va voir, en fait, on va définir des contrats, en fait, pour la communication entre nos services. Et en fait, le principe, c'est que c'est nos services qui vont implémenter ces contrats. Donc, c'est hyper intéressant dans le cadre d'architecture microservices vraiment très distribuée. Vous avez des équipes différentes, des stacks différentes. Au moins, vous assurez que le format des échanges que vous avez est défini de façon commune. Après, on est basé sur HTTP2, forcément. C'est à jour avec les derniers standards. On est multi-environnement puisqu'on va pouvoir... c'est compatible avec plein de langages, comme on va voir après. Et voilà, on a des fonctions de sécurité par défaut qui sont intégrées dans le framework pour la gestion des tokens, l'authentification, etc. Et on a également des fonctionnalités de streaming uni et bidirectionnel entre le client et le serveur. Alors, juste un petit rappel, je vous disais que RPC, c'est pas nouveau, et les architectures distribuées non plus, puisqu'en fait, déjà dans les années 70, avec les mainframes, les grands systèmes, c'était des architectures distribuées, et donc, on a vu tout un tas de standards dans le temps qui sont apparus, avec notamment, on voit dans les années 2000, le XML HTTP, qui était le standard qui nous permettait de faire des requêtes asynchrones et commencer à charger que des parties de pages qui ont donné lieu ensuite aux API avec REST et SOAP, etc. Et plus récemment, WebSocket, GraphQL, et donc gRPC en 2015. Alors, quand moi j'ai vu les annonces du support de gRPC par ASP.NET Core, il y a eu plein de billets de blog qui sont sortis qui me disent ouais, voilà, comment implémenter. Je me suis dit tiens, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit remplacer au final nos API REST par du gRPC? Alors non, clairement pas, c'est pas ce que ça veut dire, puisqu'en fait, gRPC, c'est pas fait pour le web. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est pas la solution idéale, parce que déjà, le support des navigateurs est pas top, et malgré tout, comme vous faites des applications d'Angular, du React, du Vue, peu importe, mais le JavaScript, dans tous les cas, va avoir plus de mal à décrypter, ça va être plus compliqué de décrypter du binaire pour lui que du JSON qui est natif. Donc en fait, la règle, elle reste la même que pour beaucoup de choses dans le développement, c'est qu'il faut juste prendre la bonne solution pour le bon usage. Donc pour les web apps, vous restez sur des API du REST ou du SOAP si vous voulez. Signalaire, ça va être pour tout ce qui est multicast, messagerie web, donc basé sur des WebSockets, c'est parfait. Pour un système de requête ouvert, une GraphQL qui est quand même très puissant dans les cas où c'est adapté. Et enfin, gRPC, en fait, ça va être plus pour la communication interservice, quand vous avez des architectures microservices, des fonctions de streaming, et dès que vous avez en fait des capacités limitées en termes de puissance, donc du coup du mobile, de l'embarqué, etc. Alors, voilà, on va rentrer dans le cœur du sujet, les contrats. Donc les contrats, en fait, c'est vraiment au centre, et donc on va avoir Google nous fournit un langage de définition d'interface pour nos contrats qui s'appelle Protobuf, et qui va nous permettre, à partir de ces contrats, en fait, de générer automatiquement le code pour le client et le serveur dans tous les langages qu'on voit listés ici, et sûrement d'autres encore. Et donc, ça va vous permettre de générer vos modèles pour pouvoir communiquer. Ça va vous permettre de générer vos templates de services avec les différentes méthodes, etc. Et donc, comme ça, de partir de votre
de votre contrat central et de générer ensuite le code pour vos différents microservices dans différents langages. Et alors, juste un aperçu avant qu'on passe vraiment à la partie démo, des différences de la structure de ce qui est transmis entre du JSON ou du gRPC. Donc là, par exemple, vous avez le même objet et on voit qu'en JSON, il y a toute la structure à déclarer avec les noms de chaque attribut et les valeurs avec une syntaxe particulière si c'est par exemple du string ou du number. Et donc, là, en JSON, ce qu'on voit, c'est que le code doit parser tout ce texte et tenter de récupérer les bons attributs, de les mettre dans le bon format et faire toute cette validation. En gRPC, c'est beaucoup plus simple puisqu'on va simplement définir un certain nombre de champs avec un ordre. Et en fait, comme cet ordre, effectivement, on n'a pas besoin de donner le nom, on n'a pas besoin de préciser le type ou d'avoir une syntaxe particulière puisque c'est connu au niveau du contrat et donc ça va être directement implémenté. Donc on voit tout de suite que là, l'objet est assez simple, mais les échanges vont être vraiment plus légers de volume. Alors, on va passer sur la démo. Donc pour montrer ça, j'ai préparé une petite solution. On a simplement une API, une petite web app donc, où les échanges vont se faire côté C#, et une petite data layer commune. Donc, je vais d'abord vous montrer quelle est l'application. Donc c'est simplement une petite web app qui va nous permettre de consulter les données en fait, qui sont issues de la Cat API, donc qui permet d'avoir toutes les races de chats avec leurs spécificités. Voilà, on a les données avec différentes races de chats. Et donc, j'ai affiché la méthode JSON over HTTP. Donc là, j'ai bien fait un appel REST avec du JSON que j'ai parsé. Et donc, j'ai toute l'opération avec l'appel et le parsing qui m'a fait charger 67 races avec toutes les infos en 524 millisecondes. OK. Donc, on va juste jeter un œil un petit peu au code. Côté data layer, j'ai une classe CatBreed qui est en fait mon modèle. Donc, on retrouve un petit peu tous les champs avec les données qui sont chargées. Et j'ai un data helper qui, en fait, va permettre au niveau de mon API de charger les données des chats. Donc, j'ai un fichier dataset.json qui est juste à côté que je vais charger. Et donc, quand je fais le getBreed, ça va simplement me le charger et me l'envoyer. J'ai fait une petite méthode qui me permettait d'augmenter artificiellement le nombre de données. Voilà. Partant de cette data layer, j'ai mon API REST avec mon contrôleur. Donc là, c'est assez classique. Le contrôleur, dans le constructeur, je charge ma liste de breed et quand je fais un get all, je retourne cette liste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va commencer, comme on va vouloir, là, on a notre API REST qui est existante, on va voir comment en fait, changer ce service REST en gRPC. Alors, première étape, on va devoir installer des packages. Ok, hop, pas restaurer. Je me suis planté, hop. Du coup, c'est gérer les packages NuGet. Donc, je vais aller chercher un package qui s'appelle ASP.NET Core gRPC. Alors, ce package, en fait, c'est un méta package qui embarque un certain nombre de packages. Je vais l'installer sur mes différents projets. Et donc, on va voir la liste. Voilà, il y en a tout un tas. Donc, j'ai à la fois la partie intégration ASP.NET Core, la base de protobuf, gRPC, les outils qui vont avec, etc., etc. C'est la première étape qui va me permettre de commencer à travailler avec du gRPC. Du coup, étape suivante, je vais définir en fait mon contrat avec mon fichier proto. Donc j'ai un dossier, je l'ai déjà prévu, le fameux fichier proto, parce que vous voyez, il y a un petit peu de travail quand même. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce fichier? On a déjà une première chose qui est la syntaxe, donc c'est proto 3, c'est juste la version que j'utilise. J'ai des petites options, comme je veux générer du C#, en fait, je dois lui donner certaines options particulières pour qu'il puisse le générer. Là, en l'occurrence, c'est mon namespace, data layer, qui est mon projet. Et en fait, je déclare un package. Donc là, package, c'est comme si vous faites un module en JS, par exemple, vous avez pour l'intégralité de ce fichier. OK, donc là, je déclare plusieurs choses. Première chose, je déclare un service. Donc, c'est un contrat de service. C'est comme quand vous faites, dans votre API, vous avez un contrôleur avec différentes méthodes. C'est exactement la même chose. C'est cette définition-là que je mets. Sauf que là, c'est pas des méthodes REST, c'est des appels RPC. Et donc, j'ai deux méthodes qui sont getAll et get, avec un type en entrée, en paramètre, et un type de retour. Et ces types-là, je les définis en dessous sous la forme de messages. Donc, c'est comme des classes, en fait, en C#. Donc, je définis le type empty.
Et ensuite, voilà, je définis ma classe un petit peu comme l'exemple que je vous montrais avant, où j'ai en fait mon champ avec un type, des types standards, et le chiffre derrière, en fait, c'est la position. C'est l'index, en fait, voilà, dans les champs. Et c'est pour dire, bah, le premier champ, c'est adaptability, le deuxième champ, c'est affection level. Et donc, automatiquement, quand je vais recevoir mon message, je saurai que le premier, c'est l'adaptabilité et que c'est du type int. Donc, je n'aurai pas besoin de le préciser dans mon message. Je peux également définir des types custom que j'imbrique dedans. Voilà, c'est assez classique. Et alors, petite subtilité, c'est que pour le message de retour du getAll, je définis un type breedList, puisqu'en fait, je ne peux pas juste dire je retourne une liste de breed. Je définis un type de message qui est breedList, qui a une propriété breeds, qui est en fait un repeated, donc une liste de 4 breeds. OK. Une fois que j'ai ça, en fait, et que j'ai installé mes outils, dans les propriétés de ce fichier, j'ai la possibilité en fait de lui dire au moment de la compilation, je veux qu'il me le compile avec le protobuf compiler. Et là, je lui dis, je veux qu'il me génère les classes client et serveur. Donc là, en fait, il va me générer automatiquement mes classes. Simplement pour éviter le conflit, je vais supprimer mon modèle qui est existant, puisqu'en fait, ce modèle 4breed, il est contenu maintenant dans mon contrat 4breed.proto. Donc, je le supprime et je vais générer ma solution, générer mon projet. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on a tout un tas de fichiers qui ont été générés, et notamment un 4breed.cs, 4breed.grpc, tout ça, c'est des fichiers, des classes qui ont été générées à partir de mon contrat. Et c'est ce qui permet, en fait, que dans mon API, maintenant, si je la relance, elle marche toujours, mon API reste. Et elle utilise simplement le 4breed, non plus le modèle que j'avais avant, mais voilà la classe qui a été générée. Donc, on voit que c'est du code que je n'ai pas écrit, et que c'est du code généré à partir de mon modèle. OK. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je veux que mon API elle puisse proposer un service gRPC. Donc, là, j'ai déjà un contrôleur pour mon API REST. Maintenant, je veux faire ce qu'on appelle un service. Comme on n'est pas sur de l'API REST, mais des appels RPC, on va définir par convention un dossier qui s'appelle service, dans lequel je vais donc ajouter une classe qui s'appelle catBreed service. OK. Donc, une classe toute simple. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que mon compiler protobuf, il m'a généré tout un tas de choses. J'avais défini au niveau de mon modèle ici, vous vous rappelez, un modèle de service, catBreed gRPC service. Donc, en fait, je vais pouvoir utiliser ça en disant ma classe, en fait, elle va alors, donc du coup, catBreed service, c'est ça. Point. Non, alors il y a eu un petit problème, il faut que je recompile le tout. En général, la solution, il va péter. Alors, est-ce qu'il va bien me prendre, parce qu'il est censé me proposer. Ok, bon là c'est normal. Est-ce que du coup, hop, il me propose bien catBreed gRPC service, voilà. Point catBreed gRPC service base. Donc là, je lui dis, tu vas simplement voilà, utiliser ce modèle-là. Donc ensuite, étape suivante, je définis un constructeur. Et mon constructeur, comme pour mon contrôleur, première étape, ça va être de charger en fait ma liste de breed que je vais pouvoir donner par mon service. Donc je vais définir un private énumérable de catBreed qui va s'appeler breeds. Et du coup, cette propriété, je vais aller la charger dans mon constructeur grâce à mon datahelper.getBreed. OK. Et donc, à partir de là, je vais en fait redéfinir, je vais aller overrider mes méthodes qui sont dans mon modèle de base. Donc, public override, là, il me propose des méthodes que je peux overrider. Donc, je fais le getAll. Et donc, je retrouve mon type empty, server call context. Donc là, c'est simplement pour gRPC qui en a besoin. Et voilà, j'ai plus qu'à faire le corps de ma méthode. Donc, le corps de ma méthode, je vais faire. Alors, le résultat, ce qui retourne, c'est une breed list. Donc, c'est pas une liste de breed, c'est bien un type particulier. C'est ce qu'on a vu dans le modèle. Donc, je fais new breed list pour la charger. Hop, et derrière, je fais un result égale. Non, pardon. Result.
propriété breeds, donc qui est la liste derrière, .add range de mes breeds. Et donc là, je vais simplement mettre mes données dedans. Et ensuite, pour le retourner, alors c'est une task. Donc du coup, je fais task.fromResult de mon result. OK. Donc là, j'ai ma méthode qui est implémentée. Si je veux pouvoir l'utiliser, il faut juste que je déclare au niveau de mon startup, déjà, première chose que je veux utiliser gRPC. Donc, je fais un service.add gRPC. Et ensuite, que je fasse le mapping juste du endpoint. Donc, endpoint.map gRPC service de type catbreed service. Et voilà. Donc là, mon API, elle est prête. J'ai plus qu'à la consommer. Et donc, ça va se passer du côté de ma web app. Donc, au niveau de mon contrôleur, encore une fois, pour gagner un peu de temps, j'ai commenté. On va avoir besoin de quoi? On a besoin d'ouvrir en fait un gRPC channel. Et du coup, au constructeur, je vais ouvrir ce gRPC channel sur l'adresse où j'héberge mon API, mon projet où j'ai déjà l'API. Donc, on voit, hein, c'est le même port. Et une fois que j'ai ça, en fait, j'ai juste à créer, j'ai pas besoin de donner plus de routes ou d'autres choses, parce qu'en fait, j'ai déclaré mon endpoint par rapport au type de client. Et donc là, j'ai juste à créer un catbreed gRPC service client. Donc là, c'est la classe qui est directement fournie, générée par mon modèle protobuf. Et du coup, de faire un getAll. Et donc, dernière étape, c'est juste dans ma vue. Dans ma vue, en fait, c'est juste d'avoir le même affichage. Et donc, en fait, là, ce que je fais, c'est que j'ai, au niveau de ma méthode, je fais d'abord l'appel en HTTP avec JSON et ensuite, je fais l'appel en gRPC et donc, j'ai la mesure du temps sur les deux. Ce qui va permettre déjà de voir effectivement le type de gap qu'on peut avoir, même sur juste 67 races de chat, une quantité de données qui n'est pas énorme. Et de mesurer un petit peu s'il y a vraiment un impact sur la performance. Ah, alors, il est juste pas sur le bon écran. Hop. OK. Et donc là, on voit effectivement que même sur une quantité comme ça, alors c'est les mêmes données hein, qu'on a chargées. Simplement, une fois en JSON, on a dû parser, et une fois en gRPC, on est directement en binaire. Et voilà, donc on a notre API. On peut en plus garder pour le côté legacy un peu de la partie REST, mais du coup, on est bien sur du gRPC à partir d'une API existante. Alors, conclusion, je suis allé assez vite sur cette démo, donc juste pour résumer ce qu'on vient de voir. Pour migrer en fait des services REST existants vers gRPC dans le cadre d'un projet ASP.NET Core, première étape, c'est de créer votre contrat avec protobuf. Si vous partez de zéro, ça va être de toute façon très rapide. Si vous avez des modèles existants, il faudra bien vous assurer de conserver tout ce qui est la casse par rapport au champ, etc. À partir de là, vos modèles sont générés automatiquement. Donc, on a vu, on a le client, le serveur, le modèle de service, les modèles, etc. Ensuite, vous créez le service, vous déclarez le service en fait au niveau de votre API. On parle bien de service et plus de contrôleur. Et ensuite, vous pouvez consommer le service. C'est aussi simple que ça. Simplement, vous ne passez pas par un HTTP client, mais par un channel gRPC. Les avantages, du coup, pour résumer sur gRPC, vous avez la définition centralisée des contrats. Donc là, vous voyez, forcément, si vous avez déjà beaucoup d'équipes en place, ça va faire un peu de travail au départ. Mais par contre, après, c'est hyper élégant d'avoir cette définition centralisée des contrats, puisque souvent, dans le cadre d'architecture microservices distribués très complexe avec beaucoup d'équipes, vous avez des tests de contrats pour valider en fait les formats de communication. Du coup, là, vous compilez votre code à partir de ça. Donc, c'est assez sympa comme approche. C'est c'est agnostique des langages dans le sens où vous avez quand même beaucoup de variétés de langages disponibles. L'intégration maintenant à ASP.NET Core, elle est native depuis les versions 3. Et donc, du coup, vous avez encore une fois tous les échanges sécurisés et des performances optimales. Donc là, on a pu le constater sur la quantité de données que j'avais. Plus la quantité augmente, plus c'est marqué. Et du coup, vous pouvez retrouver tout un tas de stades, de tests qui ont été faits là-dessus. Voilà pour cette petite introduction. gRPC, du coup, je vais passer la main à Christophe, qui va vous parler de Dapper. Ok, merci Philippe.
Alors, ben, effectivement, merci Philippe pour l'introduction à gRPC. Et donc, moi, je vais vous parler un peu de Dapper, qui est assez récent, qui a commencé un peu à prendre de l'ampleur en cette année 2020. Et donc, je vais essayer un peu de vous faire une petite introduction et puis quelques démos pour vous montrer un peu à quoi il correspond. Alors, du coup, avant de démarrer un peu sur Dapper, je pense qu'il est important de faire un petit tour d'horizon au début sur tout ce qui est architecture microservices. Alors, pourquoi est-ce qu'on est tenté de faire des microservices? Parce que ben, déjà, ça va nous permettre pour chaque service de faire un focus sur l'aspect métier de l'application. Ça va nous permettre d'être aussi également plus flexible, avec une meilleure mise à l'échelle. On va pouvoir développer de manière indépendamment les différents services. Donc, on va pouvoir en développer un en C#, l'autre en Python, l'autre en Node, comme on le souhaite en fait finalement. On va pouvoir avoir des déploiements indépendants. Donc, on va pouvoir déployer un service plus rapidement que l'autre, selon les besoins métiers, par exemple. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des services, des blocs logiciels plus petits, mais plus performants, et sur lesquels on va pouvoir jouer, enfin, on va avoir plus de flexibilité à travailler avec. Cependant, il y a forcément des désavantages avec ce type d'architecture. C'est pas non plus la solution miracle à tout. Déjà, l'une des premières difficultés, ça va être tout ce qui est le debug et la testabilité. Alors, quand on a 2-3 microservices, c'est assez facile. Par contre, quand on commence à en avoir 5, 10, 15, pour trouver le bug qui a été remonté par les tests, on va potentiellement devoir lancer 5 ou 10 microservices sur sa machine. Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et donc, pour le debug, ça devient également beaucoup plus complexe. L'architecture en elle-même de votre plateforme du coup logiciel devient également plus compliqué, puisque on a besoin d'avoir une vue globale de ce qui se passe, puisqu'on a maintenant plusieurs briques logicielles qui interagissent entre eux avec plein de communications différentes potentiellement. Et donc, en termes de maîtrise des flux, on perd un peu cette maîtrise, puisque on a vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe entre les services, avec quel canal de communication, et très vite, on peut arriver à un type d'architecture qui est beaucoup trop compliqué, où tous les services s'appellent entre eux, et ainsi de suite. Et donc, ça peut très vite devenir un peu comme Unicode Spaghetti, où les services s'appellent entre eux et sont trop liés entre eux. Et donc, d'autres problématiques viennent s'ajouter à cela dans ce type d'architecture. Concrètement, il est assez difficile de migrer d'un bloc monolithique vers une architecture microservice. Il faut le faire vraiment pas à pas, petit à petit, avec uniquement, dans un premier temps, les nouveaux développements et ainsi de suite. Donc, c'est pas évident, en fait, de passer vers ce type d'architecture. Souvent, les runtime, les langages ou les frameworks, elles sont pas forcément adaptés précisément aux microservices. À eux tout seuls, potentiellement, vous n'arrivez pas forcément à faire une architecture microservice. Et ensuite, l'application que vous développez, souvent, elle est spécifique à l'infra que vous utilisez, que ce soit sur du cloud public ou encore sur du on-premise. Donc, vous êtes vraiment lié à votre infrastructure. Typiquement, on va avoir, par exemple, des services de messagerie, du service bus, du Kafka, des choses comme ça. Ça va dépendre de ce qui est installé sur votre infrastructure. Ou vous pourrez le faire parce que c'est installé, ou vous ne pourrez pas le faire. Et donc, Dapper, en fait, vient un peu résoudre toutes ces problématiques, puisque c'est un runtime qui va venir agir comme une couche d'abstraction dans votre code et qui va en plus ramener ce qu'on appelle des building blocks, donc des blocs préconstruits qui vont vous permettre d'abstraire et d'être agnostique à l'infrastructure. Donc, c'est pour ça que Dapper, la définition de Dapper, c'est qu'il va être portable parce qu'il repose sur Docker. C'est event-driven. Donc, on va utiliser des événements pour communiquer entre les différents services. Et c'est un runtime, donc, pour tout ce qui est création d'applications distribuées au sein du cloud et dans le Edge également. Alors, les différents points sur lesquels Dapper tente un peu de résoudre les problématiques, c'est que déjà, il va commencer par appliquer des bonnes pratiques et va venir intégrer des building blocks qui vont vous permettre très rapidement d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple du stockage de données, comme par exemple du pub-sub, comme du service bus ou du Kafka, des choses comme ça. On va pouvoir utiliser n'importe quel langage ou n'importe quel framework, donc c'est vraiment framework agnostique ou langage agnostique, sans problème. C'est community driven, donc concrètement, il y a à peu près une centaine de collaborateurs autour de ce projet aujourd'hui.
Ça adopte des standards. Donc, quand on dit standard, c'est pour la communication entre les services. Ça va être du REST ou du gRPC. C'est portable avec des API ouvertes. Donc, vous allez communiquer avec Dapper via des API, encore une fois, qui sont standards, donc ou du REST ou du gRPC. C'est agnostique à la plateforme, donc notamment grâce à Docker, que ce soit sur du Edge ou sur du cloud ou sur du on-premise. Vous pouvez également l'installer sur du on-premise. Et c'est extensible avec des composants qui sont pluggable. Donc aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de composants que vous pouvez utiliser qui vont vous permettre de très rapidement intégrer plein de fonctionnalités dans votre plateforme, du monitoring, du log, du stockage de secrets, des choses comme ça. Mais bien sûr, si vous avez besoin d'en développer un, c'est très facile d'en développer un. Donc, en fait, aujourd'hui, comment fonctionne Dapper? Quelles sont un peu les bases de Dapper? En gros, Dapper va fonctionner à côté de votre application. Donc, dès que vous allez lancer votre application, il va y avoir un petit programme Dapper qui va fonctionner avec et qui va être à côté de votre microservice. Votre microservice, dans le code, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez appeler des API HTTP ou gRPC. Vous allez appeler Dapper via ces API pour faire les différentes opérations que vous avez besoin de faire. Par exemple, ici, le premier exemple, ça va être que je veux stocker dans l'état, dans un gestionnaire d'état, peu importe lequel, je n'ai pas forcément envie de le savoir, dans un gestionnaire d'état, je veux stocker dans la clé inventory et order key, je veux stocker l'objet que je lui envoie en poste. Et voilà, c'est tout. Je ne m'occupe de rien d'autre, c'est Dapper qui va s'occuper de stocker de manière effective l'état dans le gestionnaire d'état que je lui aurais indiqué dans la configuration. Le deuxième exemple, c'est que je vais invoquer une autre méthode d'un autre microservice. Donc, en gros, j'invoque le MyApp, c'est un autre service, et je vais invoquer la méthode NewOrder. Et donc, en local, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il va fonctionner avec un composant qu'on va appeler Sidecar, qui va fonctionner à côté de chaque service, et c'est lui qui va s'occuper de faire ces interactions avec le monde extérieur. Et donc, ceci, ça va vous permettre donc d'utiliser n'importe quel langage ou framework, puisque concrètement, faire des appels API, tout le monde peut le faire sans problème. Et du coup, en termes d'API, vous pouvez utiliser HTTP ou gRPC, peu importe. Et donc, vous allez pouvoir brancher sur votre application, c'est ce qu'on voit les blocs qui sont en dessous, vous allez pouvoir brancher n'importe quel bloc logiciel dont vous avez besoin. Du state management, par exemple, ça va être un SQL Server, ça va être un Redis, ça va être un Cosmos, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir faire du PubSub, vous allez pouvoir faire de la gestion des secrets, par exemple, ou alors de l'invocation de service à service. Donc, ça, c'est vraiment la base. C'est ces API standards en HTTP qui vont vous permettre de faire plein de choses et qui abstraient complètement votre code. Donc là, par exemple, c'est un petit exemple en local. Qu'est-ce qui se passe quand vous lancez Dapper en local? Vous avez le service A qui est à gauche, le service B qui est à droite. Et à chaque fois, il y a le sidecar qui va tourner à côté. Votre service A va communiquer avec Dapper via des API, REST, standard, donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Et c'est ensuite le sidecar Dapper du service A qui va s'occuper d'interagir avec le monde externe. Donc, par exemple, si on fait de la service invocation, donc on veut invoquer le service B, Dapper, le premier sidecar va communiquer avec le deuxième sidecar du service B. Et ensuite, le sidecar du service B va appeler en fait le service B en lui-même pour effectuer l'action qu'il a besoin de faire. Et c'est également le sidecar Dapper du service A qui va s'occuper de communiquer avec le différent store que vous aurez choisi pour stocker de l'état. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que peu importe la brique qu'on va plugger derrière, donc par exemple pour le state, ça va être du Redis, du Cosmos, en fait, le code de vos microservices ne change pas. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a cette couche d'abstraction qui est Dapper, qui est extrêmement intéressante parce que du coup, on peut facilement interchanger les blocs derrière selon nos besoins. Et donc, je vais tout de suite faire une petite démo de Dapper en local. Alors, j'ai ici un projet très très simple. Donc ici à gauche, j'ai une première application développée ici, app.js en Node, et j'ai une deuxième application développée en Python. Donc l'application Node, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait simplement, elle expose uniquement des API REST qui vont me permettre de gérer des commandes, par exemple.
Donc, je vais pouvoir récupérer une commande en particulier. Je vais pouvoir créer une nouvelle commande. Je vais pouvoir récupérer une commande avec son ID, c'est celle-ci. Et je vais pouvoir... Non, supprimer, pardon. Celle-là, c'est pour la suppression. Donc, voilà. Donc, j'ai de la récupération unitaire, de la création et de la suppression en reste classique. Par contre, ce qui est important dans ce code-là à voir, c'est que mon microservice en Node, tout ce qu'il va faire pour stocker ou pour supprimer ou pour récupérer mes commandes, c'est qu'il va interagir avec l'URL qui est ci-dessus. Donc, en fait, j'interagis en localhost. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je vais interagir avec Dapper selon le port qu'il va exposer. Donc souvent, très souvent, à moins qu'on l'override, le port c'est 3500. Je vais ensuite lui dire de stocker dans le state. Donc peu importe qu'est-ce que c'est derrière, ça m'est égal. Je vais stocker dans une clé particulière l'état que je lui aurais donné en post. Par exemple, quand je fais le post ici new order, je vais poster sur l'URL que je lui aurais dit l'état que j'aurais créé, qui est juste au-dessus. Et donc, Dapper, ensuite, derrière, s'occupe de stocker l'état selon la configuration que je lui ai donnée. Justement, sur cette partie configuration ici, donc là, on a le code de mes microservices. J'ai un dossier components ici qui sont simplement des fichiers YAML. Alors, ces fichiers YAML vont simplement être la description de mes building blocks que je vais vouloir rajouter lorsque je lance Dapper. Par exemple, ici, le state, donc on parle du state depuis tout à l'heure. Ici, c'est la configuration de mon state. Je vais lui dire, je veux un Redis. Et donc, je lui donne quelques informations supplémentaires pour qu'il puisse fonctionner correctement. Donc là, je lui dis de tourner sur le localhost 6379 avec aucun mot de passe parce que je suis en local, donc il n'y a pas trop de problème. Je peux également lui indiquer un deuxième bloc que je veux lui rajouter sur ma plateforme, donc qui va être du pub/sub. Cette fois-ci, je lui dis que ça va être un Redis également, puisque Redis le fait aussi. Et donc, je lui donne une métadonnée pour que je puisse l'identifier de manière assez simple. Et pareil, je lui donne ici quelques métadonnées qui vont donc lui permettre de fonctionner correctement. Alors, maintenant que j'ai cette configuration et que j'ai mes microservices, je vais pouvoir lancer mon premier service qui va être le service Node. Alors, je vais juste récupérer la commande qui est ici. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Alors, il suffit d'installer le CLI Dapper. Je vais faire un Dapper Run, lui donnant comme paramètre un app ID. Donc, le Node app, ça va lui permettre d'identifier de manière unitaire chaque microservice. Je vais lui dire sur quel port mon application est accessible et je vais lui indiquer sur quel port c'est Dapper qui est accessible. Donc, le port 3000, c'est le port sur lequel mon application Node est accessible et le 3500, c'est Dapper. Et pour finir, je lui donne la commande qui lui permet de lancer mon application. Donc, c'est node app.js. Alors, Dapper étant encore en cours de développement, il n'y a pas encore eu de release 1.0. J'ai encore quelques logs de debug. Donc, il nous affiche plein de choses. Il nous dit un peu ce qui se passe. Et donc, normalement, mon microservice devrait être lancé. Hop. Voilà. Donc, il a lancé ce qu'il fallait. Et donc, il me dit « You're up and running, both Dapper and your app log will appear here. » OK. Juste vérifier une petite chose. Non, c'est bon. OK. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir créer un deuxième terminal. Et je vais pouvoir en fait communiquer avec mon application. Donc, pour ceci, je vais également passer par Dapper et je vais invoquer l'une des méthodes qui expose mon microservice. Donc là, je vais faire un Dapper invoke de mon app ID, donc de ma node app, et je vais invoquer new order avec le payload qui va bien. Donc c'est un simple JSON où je vais créer un order avec comme ID 41. Donc, je lance ma commande et donc j'ai un petit souci. Je me demande d'où ça vient. Je vais relancer. Ok. J'ai un access denied. Juste essayer de relancer le microservice. Hop. Ok. Ça a l'air d'être bien passé.
Ah non, il n'a pas fini. Prend un peu de temps à lancer mon service. Bon, ça c'est l'effet démo, bien sûr. Hier, ça marchait. Non, j'ai toujours le souci. Bon, c'est pas grave. Très bien. Du coup, je vais pas pouvoir montrer le reste. Bon. C'est l'avantage quand tu n'as pas de release encore, c'est des choses qui Ouais, arrivent. c'est ça. C'est ça, c'est des petites choses qui arrivent. Il faudra que je regarde. Bon, c'est pas grave. Bon, je voulais vous montrer qu'il y avait des logs qui apparaissaient comme quoi le store était, enfin, l'état était bien stocké. Bon, dommage. Alors, juste faire un petit tour sur l'application Python, qui elle, tout ce qu'elle faisait, en fait, c'est qu'elle, toutes les 2-3 secondes, en fait, elle appelait elle appelait Dapper, qui appelait mon service Node pour stocker de l'état, on va dire de manière aléatoire. Donc là, c'est pareil, en fait, j'appelais simplement le localhost qui va bien avec le port 3500 et j'invoquais ma Node app avec la méthode de new order, comme je l'avais fait en ligne de commande, et donc qui permettait du coup de stocker de l'état de manière aléatoire toutes les 2-3 secondes. Bon, du coup, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. C'est un peu dommage. Ok, alors du coup, je vais passer à la suite. Donc, concrètement, le service invocation, donc comment est-ce qu'il fonctionne? C'est que donc j'ai mon front-end ici qui invoque du coup via une URL, donc encore une fois du REST standard, il va invoquer mon service cart avec la méthode de checkout. Il passe par le sidecar Dapper qui lui va passer en paramètre et qui va appeler le deuxième sidecar Dapper qui est en fait le deuxième sidecar de mon deuxième service. Et donc ce deuxième sidecar va appeler du coup le microservice que j'ai voulu appeler. Et donc, encore une fois, le code de mes microservices ne change pas. Nous, tout ce qu'on fait, c'est appeler des URL. Et ensuite, c'est Dapper qui s'occupe de faire le reste. On peut faire tourner Dapper sur Kubernetes. Donc, c'était l'un des premiers objectifs du projet, c'est qu'on puisse très rapidement déployer un Dapper sur Kubernetes pour profiter pleinement de la puissance de la plateforme. Donc là, c'est un petit peu différent. Les concepts sont les mêmes. Il y a 2-3 petites choses qui changent. Donc, typiquement, on a quatre pods Dapper qui doivent être initialement injectés dans le cluster pour que Dapper puisse fonctionner correctement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, mais par exemple, le sidecar injector ici va permettre d'injecter dans chaque pod de chaque microservice le sidecar Dapper qui va bien. Et c'est également lui qui va gérer la création de ce conteneur et sa mise à jour. Si jamais on met à jour le microservice, Dapper va automatiquement mettre à jour le sidecar qui va bien. Et donc, du coup, c'est effectivement avec ces quatre éléments que le sidecar Dapper de chaque microservice va venir communiquer pour derrière, en fait, communiquer avec d'autres composants, du state store, du pub-sub et autres. Donc, tous les éléments qu'on a sur la droite. Et donc, tout ceci est complètement agnostique à la plateforme puisqu'on peut installer ça sur n'importe quel cloud public ou encore du on-premise. Donc là-dessus, pas de problème, on est vraiment complètement portable. On n'est pas lié à une infrastructure en particulier. Et donc, du coup, je vais faire une petite démo. J'espère que celle-ci va fonctionner. Alors, j'ai une application un peu plus complexe sur un cluster Kubernetes. D'ailleurs, je vais tout de suite vous la montrer. Voilà. J'ai juste récupéré l'adresse IP qui va bien. Tac, hop, hop. En gros, l'application est constituée de 3 microservices. J'ai un front en React ici qui va envoyer des messages à 2 microservices et ça va les envoyer en fonction du type de message que je vais avoir ici. Donc, ou A, ou B, ou C. Si c'est A, ça envoie un microservice en Node. Si c'est le B, ça envoie un microservice en Python. Et si c'est le C, ça envoie à tout le monde, si je ne me trompe pas. Par exemple, je vais envoyer un message au microservice Node. Là, ça va être le Python. Et là, ça va être les deux. Et en gros, ça utilise le mécanisme de pub-sub de Dapper. Donc, j'envoie des messages dans une queue. Non, pardon, c'est des événements. J'envoie des événements, en fait, aux différents microservices via Dapper. Et donc, alors, dans ce cas-là,
Alors, j'ai 3 microservices, donc ça va. En termes de debug, en termes de traçabilité, on peut s'en sortir. Mais globalement, si j'ai une application qui est beaucoup plus complexe, quand je commence à avoir 10 microservices qui font du pub-sub de partout, qui envoient des événements de partout, c'est assez difficile à suivre qu'est-ce qui se passe sur ma plateforme. Donc, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais rajouter dans mon application, et sur le cluster, du coup, je vais rajouter un composant qui s'appelle Zipkin, qui va vous permettre, qui implémente des standards également en termes d'API et de récupération des infos, qui va me permettre de suivre en fait et de tracer les différents messages qui transitent sur ma plateforme. Donc pour ce faire, dans un premier temps, je récupère la petite commande qui va bien. Je vais déployer un Zipkin sur mon cluster. Donc je fais avec kubectl create deployment Zipkin, et l'image vient d'un repo public. Donc je crée mon Zipkin. Je vais tout de suite voir les pods qui sont en train d'être créés. Donc vous pouvez voir que là j'ai bien les différents sidecars Dapper qui sont créés. J'ai le node subscriber ici qui est mon premier microservice. J'ai le Python, j'ai le React. J'ai un Redis qui tourne pour tout ce qui est gestion d'état et pour tout ce qui est pub-sub. Donc lui, il s'occupe de faire le pub-sub. Et j'ai ici mon Zipkin qui tourne. Donc j'ai un pod avec mon Zipkin. Pas de souci. Du coup, la deuxième étape à faire, alors c'est une étape que j'ai déjà faite pour aller un peu plus vite, mais j'ai ici les différents YAML de configuration de mes microservices. Et donc, sur chacun de mes microservices, je vais devoir ici lui rajouter la configuration qui va bien. Et là, je vais lui dire, OK, maintenant, Dapper, dès que tu effectues une action vers le monde extérieur, tu rajoutes une trace au sein du runtime. Et donc, Zipkin va écouter ces traces et il va venir les récupérer pour les afficher correctement, pour avoir une vue globale de l'application, de savoir ce qui se passe. Donc, on a fait ça pour l'application Node, on a fait ça pour l'application Python, on a fait ça pour le React, et c'est tout, si je ne me trompe pas. Une fois que j'ai ça, donc, deuxième petite subtilité, il faut déployer une configuration particulière de Zipkin. Donc là, on déploie le composant. Et il faut également déployer une configuration particulière. Ceci, en fait, va permettre, par exemple, de récupérer à peu près toutes les minutes, il me semble, ou c'est toutes les secondes, je ne sais plus bien, les différentes traces qui sont envoyées au sein du cluster. Donc, une fois que j'ai ça, je vais exposer le Zipkin sur un mini serveur local qui est installé en fait qui est installé sur ma machine. Donc une fois que j'ai ça, j'ai accès à Zipkin. Ok, donc ça c'est bon. Donc en fait j'ai deux vues. J'ai une vue ici qui va permettre de lister les différentes traces qui ont été envoyées. Et ici en fait j'ai une cartographie des dépendances de mes services. Donc normalement, voilà. Donc là j'ai recherché les différents messages qui ont été envoyés. Donc c'est les quelques messages que j'ai envoyés. J'ai ici un premier message qui a publié avec le type B. Je peux voir que c'est un genre de topic en pub-sub, que ça a été correct, et je peux voir également l'API, l'URL qui a été appelée. Et donc, je peux avoir quelques informations supplémentaires comme le timing, comme le temps de traitement par mes services, etc. etc. Donc, j'ai pas mal d'infos, c'est assez intéressant. Et ensuite, j'ai une cartographie des dépendances, donc, qui est ici. Donc, je vois mes 3 microservices. À gauche, j'ai le microservice React. Et normalement, on peut voir quelques petites billes. Voilà. Normalement, là, on voit des petites billes partir, en fait, de mon microservice React vers le service Node. Et donc, en fait, là, je peux voir en temps réel. Alors, c'est une représentation temporelle des messages qui sont transmis entre mes services. Donc là, j'ai une visualisation plutôt intéressante de ce qui se passe sur ma plateforme. Et donc, ça devient extrêmement intéressant quand on commence à avoir une architecture assez complexe. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour cette démo. Celle-ci a fonctionné, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et donc, je vais retourner sur mes slides. Donc, concrètement, comment ça fonctionne en fait? Comment Dapper fonctionne? Eh ben, c'est tout simplement parce qu'il a implémenté un standard qui est Open Census. Et donc, lui, dès qu'on active cette fonctionnalité, il va envoyer des événements dans son mécanisme interne. Il va l'envoyer via Open Census. Et ensuite, peu importe ce qu'on implémente derrière, on peut mettre ce qu'on veut. Eh ben, ça va fonctionner puisque AppInsight, Datadog, Prometheus, en fait, ils implémentent ce standard et donc on va pouvoir intégrer ce qu'on veut derrière. On va avoir cette visualisation de notre architecture microservice et des messages qui sont envoyés. Donc voilà. Donc là, c'est ça qui est assez dingue au final, c'est qu'on rajoute la couche d'abstraction, comme tu as dit, et qu'après, c'est hyper facile de changer de service. On l'a vu, c'est juste la configuration si on n'a pas prévu au départ. Alors que si on n'a pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça, c'est que de la configuration au final derrière. Le code, en fait, votre code métier ne change pas. Et donc, comme ce que je disais au début de la section sur Dapper, c'est que ça devient de plus en plus populaire. Il y a pas mal d'articles maintenant qui circulent sur Internet. Donc, du coup, moi, je peux que vous inviter un peu à lire ces articles parce que ça pourrait vraiment être un game changer pour la suite. Ça commence à faire également pas mal de bruit sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc notamment sur Twitter. C'est assez actif sur Twitter. Il y a une centaine de contributeurs externes. Alors maintenant, ça doit être beaucoup plus parce que les slides datent un peu, mais voilà. Il y a à peu près une trentaine de nouveaux composants depuis le lancement qui ont été intégrés. Donc, quand je parle de composants, c'est par exemple le Redis que j'ai installé. Voilà, c'est un composant qui est disponible sur Dapper. Il y a quasiment 6000 étoiles GitHub, donc c'est quand même plutôt bien suivi. Et il y a des community calls toutes les 2 semaines. Et ça, je vous invite fortement à y aller. C'est super intéressant. Il y a plein de démos faites par la core team Dapper et par les différents intervenants. Et on apprend les choses vraiment toutes les 2 semaines. Et souvent, c'est diffusé via Twitter. Donc moi, je vous invite fortement à les suivre sur Twitter. C'est très, très intéressant. Donc voilà, donc je crois qu'on arrive au bout. Bon, je crois qu'on est dans les temps. Donc ça bouge vraiment très vite. C'est ça. Même à final avec cet événement qui a été juste décalé, déjà rien que tout ce qui s'est passé entre temps, ça bouge très vite. Et ce qui est hyper important, parce que c'est vrai que du coup, on peut, si jamais c'est pas forcément clair, c'est qu'on n'est pas dans le monde .NET là. C'est vraiment un projet. On est agnostique. Qui est porté par Microsoft au départ, mais c'est vraiment agnostique de la techno. Vous êtes vraiment des notions d'architecture. Oui, parce que toutes les démos, je les ai faites avec des technos toutes différentes, donc pas de problème là-dessus. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, c'est le moment.